Donc je rappelle, hein, la transplantation pulmonaire, c'est un traitement évidemment de l'insuffisance respiratoire terminale. Dans le contexte de l'hypertension pulmonaire, évidemment, c'est un traitement qui s'envisage lorsqu'on estime que les traitements médicamenteux ne sont plus suffisants. Ça reste donc un traitement dont la mise en jeu est finalement assez récente. Le traitement date des années 80. Je vous ai montré là à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Donc le premier patient qui a été transplanté avec succès, c'était en 1963. Et depuis cette date, bah oui, évidemment, le nombre de procédures n'a cessé d'augmenter. Et je dirais que c'est depuis les années 80 que la procédure est bien formalisée d'un point de vue technique. Et on fait maintenant à peu près 4500 procédures à travers le monde, toutes indications confondues, on va en parler juste après. Alors évidemment, hein, vous le savez, hein, ça reste quand même quelque chose d'assez complexe et on va essayer de balayer ensemble certains de ces aspects. Et puis, il n'est pas inutile de rappeler non plus que la transplantation, ça reste un projet ou un programme avec une ressource limitée, même si évidemment le nombre de donneurs a augmenté. On est encore actuellement à 1,2, 1,5 receveurs pour un donneur. Alors, en France, permettez-moi de vous préciser aussi quelques généralités. Tout d'abord, les indications pour lesquelles on fait une transplantation pulmonaire. Et pour l'instant encore, je dirais encore pour quelques mois, peut-être années, on verra, c'est la BPCO qui est la première indication de transplantation en France. La deuxième, c'est la fibrose, et elle a beaucoup augmenté, elle va continuer encore à augmenter, on pourra le commenter. Et puis vous voyez, l'hypertension pulmonaire, c'est 10% des indications depuis quasiment une décennie et ça n'a pas beaucoup bougé. Alors la courbe jaune, je ne sais pas si vous la voyez, c'est la mucoviscidose et cette indication s'effondre. J'espère que ce sera peut-être pareil pour l'HTAP dans quelques années. Les traitements médicamenteux de la mucoviscidose permettent maintenant de ne plus avoir recours à la transplantation. Là, on verra ce que ce sera pour l'HTAP. J'ai aussi pris le temps sur une diapositive de vous préciser, de vous rappeler les modalités selon lesquelles on attribue des greffons en France pour que vous puissiez les comprendre. Il y a tout d'abord un aspect lié à la répartition géographique. On s'est aperçu à travers le temps que la capacité des centres à transplanter à travers la France n'était pas parfaitement homogène. C'était lié au centre de prélèvement de certains de ces centres. En effet, certains centres étaient désavantagés, c'était le cas de l'Île-de-France, quand d'autres centres avaient beaucoup de centres de prélèvement et donc étaient un peu plus avantagés en termes de proposition de greffe. Tout ça pour vous dire que depuis 2021, on a remis à jour et harmonisé le nombre de centres de prélèvement pour tous les centres de greffe, si bien qu'on est maintenant à peu près au même niveau. Ça, c'est le premier point. Deuxième point à la droite de la diapositive, c'est la répartition selon les deux modalités que vous connaissez. La grande majorité des malades vont être inscrits sur liste de transplantation et vont avoir une proposition de greffe à une équipe. C'est ce qu'on appelle la répartition en mode conventionnel. C'est la majorité des greffes en France, plus de 80% des greffes se font de cette façon. On propose un greffon à une équipe de greffe l'une après l'autre en respectant un tour. Et puis pour les malades les plus graves, ceux pour lesquels le pronostic vital peut être engagé dans les prochains jours, eh bien, il y a une modalité de priorisation nationale qui concerne à la fois le cœur-poumon et le bipoumon. Et ces modalités font que, évidemment, la proposition ne se fait pas non plus à l'équipe, mais aux patients directement, en passant évidemment par le centre de greffe, mais l'agence de biomédecine choisit directement à qui le greffon va être proposé, et ça concerne environ entre 15 et 17% des greffes. Voilà, donc majoritairement les greffes se font en mode conventionnel, 80%, et dans une minorité de cas, heureusement, ça veut dire les malades les plus graves, un peu moins de 20% en priorité nationale. Je vous ai aussi, pour introduire la suite, rappelé les facteurs qui vont limiter le succès de la transplantation
à travers le temps, et ce qui me permettra aussi de développer les diapositives suivantes. Et donc, je me permettais de vous rappeler qu'en effet, les pronostics à la greffe sont différents en fonction des maladies qu'on transplante. Et en effet, transplanter l'HTAP, ça reste une thématique difficile, un peu plus difficile, par exemple, que la muco ou la BPCO. Pourquoi? Ben, vous le savez, hein, c'est que on a beau avoir initialement des vaisseaux malades au niveau des poumons, c'est surtout en fait le cœur qui fait le pronostic de la maladie. Et donc on se retrouve à un moment où la transplantation est proposée, avec à la fois une défaillance des poumons et une défaillance du cœur. Et la greffe que l'on va réaliser dans une grande majorité des cas ne sera que pulmonaire, on pourra le commenter après. Et donc il y a toute cette partie autour de l'équilibration de la fonction cardiaque qui prend quelques jours après la greffe et qui augmente un peu les risques liés à la transplantation. Les autres aspects pré-greffe qui modifient le succès de la greffe, c'est est-ce qu'on a d'autres antécédents associés à l'hypertension pulmonaire? En particulier, vous voyez ici le petit symbole, hein, plus on est âgé, plus les risques sont importants. L'autre aspect, on vient d'en parler, c'est l'urgence. Et quand on transplante en urgence, c'est que voilà, la sévérité de l'HTAP est ultime. Et donc, transplanter dans ces conditions expose aussi à des risques plus importants. Concernant la partie post-greffe, il y a tout un ensemble de complications. Finalement, elles sont listées ici grossièrement, on va les reprendre un petit peu après. Sachez en effet qu'au tout début de la transplantation, un des risques, c'est l'œdème du greffon, ce qu'on appelle la dysfonction primaire du greffon, DPG, marqué ici. On pourra expliquer le mécanisme, mais grossièrement, quand on a transplanté les poumons dans le cadre de l'HTAP, le cœur qui est encore un peu malade va avoir du mal à fonctionner et favoriser l'œdème au niveau du greffon. Les deux grands types de complications supplémentaires sont les infections, et ça c'est vraiment une situation qui va durer à travers le temps, parce que globalement on va utiliser des traitements qui baissent l'immunité, et puis le conflit immunitaire, c'est pareil, c'est quelque chose qui va durer à travers le temps. Le conflit immunitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les globules blancs du receveur vont agir pour détruire le greffon, qui est reconnu comme un organe étranger, comme ce qui peut se passer pour les agents infectieux. Et ce risque sera évidemment maîtrisé au mieux par les traitements médicamenteux, mais pas toujours. Et donc, à travers le temps, il persistera un risque de rejet. Et ces infections associées au rejet peuvent augmenter les risques que le greffon fonctionne de moins en moins bien à travers le temps. C'est ce qu'on appelle la dysfonction chronique du greffon. Voilà, vous avez un panorama des problématiques qui nous occupent, nous médecins en transplantation, et je vais y revenir donc progressivement selon plusieurs aspects. Alors, comment la transplantation va s'inscrire dans l'histoire d'un patient qui a une hypertension pulmonaire? Eh bien, vous le savez, il y a plusieurs étapes dans cette histoire. Il y a évidemment le développement d'une maladie, l'hypertension pulmonaire, à un temps où les lésions au niveau des vaisseaux ne donneront pas de symptômes. On sera dans cette période qu'on appelle asymptomatique. Et puis ces lésions vont évoluer, les symptômes vont apparaître, les patients vont non pas tousser forcément, mais plutôt être essoufflés. Et vous serez pris en charge dans un centre de référence du réseau de l'hypertension pulmonaire. Des traitements vont être déployés et malgré ces thérapeutiques, eh bien, un certain degré de handicap va se développer, l'essoufflement va s'aggraver et on va discuter, parce que les traitements sont utilisés de manière maximale, eh bien, finalement plutôt un remplacement de l'organe, la transplantation. C'est un peu comme ça que les choses se dessinent. Et donc, on a une histoire qui se découpe de la façon suivante. On a une maladie pulmonaire, ici l'hypertension pulmonaire, qui requiert une prise en charge dans un centre compétent. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, on va glisser vers une prise en charge de transplantation à travers ce qu'on appelle, nous, un parcours. Et vous voyez ici en rose les différentes étapes de ce parcours qui vont jalonner l'histoire des patients jusqu'à la greffe, de la sollicitation du centre de transplantation par les centres de l'HTAP à la première consultation pré-greffe où les médecins du centre de greffe expliquent les éléments et les risques de la transplantation,
en passant par donc le bilan pré-greffe qui a lieu pour Marina Long en hospitalisation pendant 72 heures où les patients ont beaucoup d'examens, jusqu'à aussi donc une consultation d'annonce pour expliquer le projet aux patients au terme de ce bilan, et puis une surveillance jusqu'à la greffe tous les 3 mois en coordination avec le centre qui suit l'HTAP. Et vous voyez, l'ensemble de ces consultations et de ces prises en charge nous permettront évidemment de bien vous informer, d'informer votre entourage aussi, ce qui est primordial, de commencer ce qu'on appelle nous l'éducation sur l'information des risques, des médicaments, etc. Évidemment aussi d'identifier des points de faiblesse dans le projet et voir notamment s'il n'y a pas des contre-indications à la transplantation. Et puis si ces points de faiblesse ne sont pas une contre-indication, voir comment on peut les améliorer. Et puis on est aussi très attentif au risque de dégradation brutale de l'état de santé et de voir si en attente, il n'y a pas un besoin d'être priorisé. Voilà en 3 grandes catégories. Ensuite, l'histoire. L'histoire, c'est tout d'abord évidemment la transplantation, où les patients sur liste qui auront attendu en médiane en France 3 à 4 mois, vont être appelés le jour J pour venir au centre de transplantation et bénéficier donc d'une opération longue, par certains aspects assez complexes, et qui sera dans la majorité des cas une transplantation des 2 poumons. Chez une minorité de malades, ceux qui ont particulièrement une malformation cardiaque, on fera un remplacement aussi du cœur, ce qu'on appelle donc une transplantation cardio-pulmonaire. Sachez qu'elle est devenue assez exceptionnelle par sa rareté. Les greffons se sont beaucoup amenuisés dans leur disponibilité à travers différents éléments. Évidemment, la transplantation cardiaque qui utilise évidemment le cœur, la transplantation pulmonaire pour le versant poumon, les modes d'allocation qui ont aussi changé. Tout ça pour vous dire qu'il est maintenant devenu de plus en plus difficile de faire des transplantations cardio-pulmonaires, et on a même nous changé nos habitudes pour pousser le plus possible vers le bipoumon lorsque c'est possible. On pourra y revenir si vous voulez. Cette transplantation, elle va durer évidemment un certain nombre d'heures, et puis au terme de cette procédure, les patients vont être pris en charge en hospitalisation, initialement en réanimation, où dans les premiers jours, évidemment, il faudra être attentif à la reprise de la fonction du cœur, du greffon, et au plus vite et au mieux organiser ce qu'on appelle nous le sevrage de la ventilation, le fait d'enlever les médicaments qui soutiennent la tension, favoriser le réveil et la reprise d'autonomie. Une fois que la situation est stabilisée, les patients vont en hospitalisation conventionnelle, où ils vont donc débuter leur éducation, poursuivre leur éducation, bénéficier d'une rééducation, et de manière assez générale, on consolide leur amélioration avant une sortie, idéalement pour le domicile. Une fois que ces 2 étapes, donc transplantation et hospitalisation initiale, sont honorées, on rentre dans une phase que j'ai qualifiée de suivi à long terme, avec un projet de vie qui est celui d'un retour à une vie la plus normale possible, une vie de famille, une vie jalonnée de loisirs, et puis parfois, pour certains, une reprise du travail, au prix, bien sûr, évidemment, d'un suivi médical régulier dans le centre de transplantation. Parfois, on est en train d'essayer de faire un peu évoluer les lignes des suivis. Maintenant, on essaye de se rapprocher des centres de proximité pour qu'une partie du suivi puisse être partagée, afin d'éviter à certains patients très éloignés de faire plusieurs centaines de kilomètres simplement pour une consultation ou des EFR. Ne pas non plus méconnaître la surveillance à domicile, on va en parler, et puis des prises de sang que vous réaliserez aussi régulièrement. Alors, je reviens un tout petit peu sur la réanimation. Je me permets simplement de rappeler certains grands aspects, certains risques. On a parlé de l'œdème du greffon. C'est vraiment un risque important. C'est 10 à 20% des malades qui sont transplantés pour une hypertension pulmonaire. Heureusement, par le biais notamment de ce qui est figuré ici en bas à droite, les assistances. Donc c'est des machines
qui vont suppléer la fonction du cœur, suppléer la fonction des poumons par un circuit extérieur à l'organisme, à travers lequel le sang va être pris en charge pour être oxygéné et décarboné, et associé aussi à une pression pour maintenir la pression artérielle dans l'organisme. Eh bien, ces dispositifs permettent vraiment, d'une part, de prévenir, voire de traiter cet œdème. Prévenir parce que ces machines, elles sont mises pendant la transplantation et on peut les laisser après, quelques jours, ou lorsqu'on ne les a pas laissés, eh bien, les utiliser ou les remettre lorsque l'œdème apparaît juste après la transplantation. Tout ça s'associe bien sûr à une ventilation invasive. Les autres complications dont on a déjà un peu parlé, l'infection, et notamment parce qu'on a une ventilation invasive avec un dispositif dans la trachée, ou parce qu'on a des cathéters centraux, ou parce qu'on a les canules d'assistance. On peut aussi faire des infections du greffon, certes, mais aussi des infections médiées par le sang. Les rejets peuvent apparaître assez tôt, et puis il y a toujours un risque hémorragique initial. Lorsqu'on utilise ces assistances, on utilise des anticoagulants qui peuvent favoriser le saignement. Et enfin, je n'oublie pas de mentionner ce qu'on appelle les perturbations digestives. Les malades qui sont transplantés dans la période précoce vont avoir un certain nombre de désagréments. Ils sont d'origine multiple, principalement liés à l'opération, parce que la transplantation va solliciter un peu les nerfs qui innervent l'estomac. Et puis les immunosuppresseurs ralentissent aussi la contraction de l'estomac. Et tout ça mis ensemble fait que certains patients vont avoir du mal à être alimentés et avoir beaucoup de vomissements, si bien qu'on sera parfois obligé d'utiliser des sondes gastriques ou d'autres dispositifs pour éviter ces problématiques. Donc voilà pour la réanimation. Lorsqu'on bascule ensuite dans le suivi à moyen et long terme, permettez-moi d'aborder avec vous certains autres aspects très importants. On a parlé donc en effet du conflit immunitaire, le fait que le greffon va être reconnu comme un organe étranger. Eh bien, ça va générer des réactions de toxicité auprès du greffon. Ces toxicités sont de deux ordres. Soit c'est les cellules du système immunitaire qui vont aller infiltrer le poumon. Comme vous voyez sur cette diapositive ici, cette photo d'une biopsie transbronchique qui nous permet donc de faire le diagnostic. Une fois qu'on a ce diagnostic, eh bien, on va déployer un ensemble de traitements, principalement la cortisone, et dans la très grande majorité des cas, ces rejets dits cellulaires rentrent dans l'ordre. Le deuxième type de rejet aigu, c'est les rejets dits humoraux. C'est des rejets qui ne sont pas médiés par les cellules, mais bien par les anticorps que les cellules produisent. Ces anticorps sont tournés contre le greffon. Ils prennent l'acronyme de DSA, ça veut dire Donor Specific Antibody, donc anticorps spécifique du donneur en anglais. Et donc vous nous entendez souvent parler de ces fameux DSA qu'on cherche de manière régulière. Et en effet, c'est la présence de ces anticorps dans le sang qui est un élément diagnostique très important pour évoquer ce rejet. Et une fois que ce rejet est confirmé, eh bien, on va déployer un certain nombre de traitements. La cortisone marche, mais ce n'est pas le meilleur traitement, et donc on utilise des traitements qui sont figurés ici. On peut épurer le sang de ces anticorps comme une dialyse, c'est ce qu'on appelle des échanges plasmatiques. On peut, ça peut paraître paradoxal, utiliser aussi des anticorps qui vont aller fixer ces anticorps toxiques du greffon pour les éliminer. C'est ce qu'on appelle les immunoglobulines polyvalentes. Et puis on a un autre médicament qui cible les cellules qui produisent ces anticorps, ce qu'on appelle le rituximab. Voilà, que vous puissiez entendre et comprendre pourquoi on utilise ces médicaments dans le contexte du rejet. Et puis, un dernier point important, c'est évidemment ce qui est situé à droite, c'est ce qu'on appelait historiquement la bronchiolite oblitérante. La bronchiolite oblitérante, c'est finalement, je ne sais pas si vous voyez la photo de biopsie à droite, là, il y a un rond avec des parois de réduction concentrique. Et bien, tout ça, c'est de la fibrose. C'est quoi? C'est de la cicatrisation anarchique des bronches, de l'épithélium bronchique qui est agressé, soit par les rejets dont on vient de parler, soit par l'inhalation du produit de l'estomac,
soit par des infections répétées. Et donc les tissus qui sont agressés répondent par une cicatrisation qui est anarchique. Et vous comprenez bien que réduire le calibre de ces bronches, et bien évidemment, la conséquence, c'est que ça va limiter le souffle. Et donc, ça peut favoriser une reprise d'essoufflement de manière persistante. Parce qu'une fois que cette bronchiolite apparaît, elle est très dure à traiter. En tout cas, elle ne peut pas être guérie. Elle peut être au mieux stabilisée. Et donc, c'est pour ça qu'on déploie, une fois ce diagnostic évoqué, un certain nombre de traitements dont je parlerai juste après. En tout cas, ces diapositives vous permettent de comprendre le panorama lié à la mise en jeu du système immunitaire qui, à terme, aboutit à cette lésion obstructive des petites voies aériennes qu'on appelle la bronchiolite. Alors, pour éviter tout ça, on va vous solliciter et vous demander de faire une surveillance à la maison de votre souffle. Je vous ai montré, je vous montre cette diapositive des deux petits appareils qu'on a utilisés dans le temps et le dernier à droite, celui qu'on utilise actuellement. Eh bien, on va vous apprendre à utiliser ce petit dispositif et vous demander de vous surveiller de manière assez rapprochée au tout début de la transplantation, mais quand même encore après de manière assez régulière, parce que le risque lié aux infections, le risque lié au rejet, même s'il est moins important dans le temps, va persister. Et donc, il faut garder cette surveillance. Ces mesures sont transmises, sont télétransmises au centre de greffe, et dans le centre de greffe, elles sont analysées. Et lorsqu'on trouve que ces mesures baissent, ou quand vous-même vous constatez qu'elles baissent, parce qu'on vous a donné les seuils à partir desquels cette baisse est significative, eh bien, il y a un lien qui est fait entre le patient et le centre de greffe, et on peut donc avancer une consultation et faire des examens pour voir ce qui se passe. Les autres complications à long terme sont figurées ici, on va les voir de manière progressive. Une cardinale, évidemment persistante dans le temps, c'est l'infection. Elle est majoritairement bactérienne, c'est souvent des bronchites ou des pneumonies, mais pas que. Il y a aussi, on va en dire un petit mot après, les virus et les champignons, dont un est fortement représenté en transplantation pulmonaire, c'est Aspergillus. C'est un champignon que l'on retrouve un peu partout dans l'environnement, et particulièrement dans la terre, ou dans la poussière, ou dans les zones humides dans l'habitat, notamment dans les salles de bain. Et donc ce champignon est inhalé, respiré, et il va aller donc coloniser les bronches. Et chez un patient qui n'est pas transplanté, eh bien les bronches, elles vont l'éliminer parce qu'elles ont des systèmes de circulation qui permettent donc d'éliminer ce champignon, ce qui n'est plus réellement le cas chez les patients transplantés parce qu'il y a une perte de la fonctionnalité des bronches, et donc cet Aspergillus va persister et peut générer des infections très graves. C'est la raison pour laquelle on le traite dès qu'il est présent. Et donc vous voyez figurer en bas ici un certain nombre de médicaments qui vont être utilisés soit de manière préventive, donc c'est le cas du Bactrim ou de la Welvone, qui sont des médicaments qui protègent contre un autre champignon qui n'est pas figuré ici, qui s'appelle pneumocystis, donc ça protège de la pneumocystose. Et les autres médicaments que vous êtes figurés ici, qui sont ceux du traitement d'Aspergillus, ils sont importants à connaître parce que la plupart d'entre eux exposent à des interactions avec les immunosuppresseurs et nécessitent des modifications de traitement, et surtout des surveillances des prises de sang. Deuxième aspect des infections, c'est évidemment les virus. Il y en a un dont je n'ai pas le temps de parler, c'est le CMV, qui est un virus très courant, qui concerne 60% de la population, et qu'on a parfois transmis par la greffe, c'est-à-dire que le greffon est infecté par le CMV et va donner une infection possible, soit générale dans le sang, soit dans le tube digestif, soit dans le greffon, et on donne de manière préventive le fameux Rovalcite pour éviter cette infection. Non, je voulais évidemment redire un mot du Covid, et on a tous été très, très affectés, très marqués par cette infection à différents niveaux. La transplantation pulmonaire a payé un lourd tribut à cette infection.
Un lourd tribut, évidemment, dans les mesures d'isolement, les mesures de protection, et puis la faible efficacité de la vaccination. Et puis un lourd tribut parce que certains des malades ont eu des infections extrêmement graves, voilà, avec des séjours en réanimation. Donc ça a été vraiment un ouragan aussi en transplantation pulmonaire. On pourra le commenter après. Dernier point sur les infections, c'est le voyage. Évidemment, les patients transplantés vont plutôt essayer de reprendre une vie normale et la question du voyage se pose. Sachez qu'on a donc des consultations dédiées qui permettent d'évaluer les risques en fonction des destinations qui sont choisies. On déconseille fortement les pays à faible niveau sanitaire, les pays où la transplantation pulmonaire n'est pas connue non plus ou prodiguée, si bien que voilà, ça expose à un certain risque si les malades ont un problème dans ces pays. Et ces consultations aux voyageurs permettent aussi de refaire le point sur les vaccinations, redonner des conseils vis-à-vis des mesures d'hygiène. Et puis je ne manque pas de vous rappeler l'importance de la protection solaire, on pourra le commenter juste après. Il y a un ensemble de risques qui sont des risques métaboliques, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, l'ostéoporose. Je les balaye assez vite, hein, mais on pourra y revenir si vous voulez. Globalement, c'est un peu de notre faute. C'est-à-dire que ce sont les traitements qui donnent toutes ces problématiques. Le diabète, c'est surtout la cortisone. L'hypertension, c'est l'effet cumulé des médicaments et en particulier des immunosuppresseurs. Pareil pour le cholestérol, c'est surtout lié aux immunosuppresseurs et à la cortisone. L'ostéoporose, avec le risque de fracture, est lié aussi à la cortisone. Et donc toutes ces problématiques génèrent à la fois des mesures de prévention par le régime, par les traitements, et puis des mesures de surveillance à travers un certain nombre d'examens. En particulier, par exemple, pour l'ostéoporose, on pratique des mesures de la minéralisation osseuse par l'ostéodensitométrie. Voilà. Bon, je passe pas plus de temps là-dessus. Un autre point, c'est le risque lié aux reins par l'utilisation notamment des inhibiteurs de calcineurin, donc les immunosuppresseurs du tacrolimus et de la cyclosporine, donnent une toxicité rénale. Cette toxicité, elle est quasiment incompressible et c'est bien pour ça qu'on mesure les taux des immunosuppresseurs dans le sang pour limiter leur toxicité. Les risques aussi liés au diabète et à l'hypertension augmentent la toxicité rénale. Et puis, il y a certains autres facteurs aggravants. Lorsqu'on est un homme, parfois on a une hypertrophie de la prostate, ça gêne l'évacuation de l'urine et ça favorise l'insuffisance rénale. Les anti-inflammatoires sont formellement contre-indiqués parce qu'ils aggravent la fonction rénale. Et puis, il y a un virus qu'on peut retrouver dans les urines qui s'appelle le BK-virus, qu'il faut aussi rechercher de temps en temps. Tout ça pour dire qu'un suivi néphrologique est parfois indiqué. Et hélas, on peut être amené à avoir besoin, parce que les reins ne fonctionnent plus, à de la dialyse, voire même de la transplantation, dans certaines situations exceptionnelles. L'activité physique, ne pas oublier, la transplantation, c'est redonner du souffle. Et donc, voilà, on encourage très fortement à la reprise d'une activité régulière, aussi minime soit-elle, ou aussi intensive soit-elle. Ça peut faire l'objet évidemment de programmes en centre de réadaptation, couplés souvent à des programmes nutritionnels, et puis ça peut aussi être adapté au cas par cas à domicile. Et l'idée, c'est évidemment de restaurer l'état général, et c'est d'augmenter la tolérance à l'effort, de retrouver un souffle le plus normal possible. Le cancer reste aussi un risque à ne pas méconnaître. Il est directement lié principalement aux immunosuppresseurs, mais pas que. Certains des patients qui sont transplantés ont aussi eu une consommation tabagique qui expose au risque de certains de ces cancers. Donc pour revenir aux immunosuppresseurs, le risque il est surtout cutané, et c'est pour ça que je parlais de la protection solaire tout à l'heure, qui est primordiale. Il y a un risque important de petites lésions comme celle-ci, qui ressemblent à des boutons et qui finalement sont des petits cancers qui sont très bien traités par des résections locales, mais qui donc justifient une surveillance régulière. Au niveau pulmonaire, il y a évidemment des risques de cancer du poumon, surtout chez les patients qui ont été tabagiques. Et puis chez la femme, le cancer du col est aussi représenté et doit faire l'objet d'une surveillance régulière.
Un petit mot sur le tabagisme. Évidemment, pour la greffe, c'est une condition nécessaire pour la transplantation d'être sevré. Le risque de la reprise du tabac est possible après la transplantation. Il ne faut pas hésiter à en parler à l'équipe. Voilà, on est là aussi pour vous aider et vous accompagner sur ce risque. Procréation, contraception, beaucoup de femmes, de familles soulèvent la question de savoir si on peut être enceinte après la transplantation. La réponse est parfois oui. C'est-à-dire que la grossesse augmente les risques de la transplantation, des risques principalement de rejet, parce qu'on est obligé de modifier les traitements immunosuppresseurs, parce que l'enfant porte un patrimoine génétique et immunologique qui favorise les rejets. Et donc, voilà, on a un risque théorique et pratique d'aller un peu moins bien après la grossesse. Et donc, on peut envisager chez certaines patientes ce projet. On essaye de l'accompagner dans tous les cas, sous condition, c'est-à-dire que c'est jamais avant 2 ans après la transplantation. Et c'est chez des patientes dont, évidemment, l'état est le plus stable possible, en particulier où il n'y a pas donc de rejet récent. Le corollaire, c'est que, évidemment, une contraception doit être assurée de manière pérenne dès la transplantation, même avant la transplantation, pour qu'il n'y ait pas de grossesse imprévue qui augmente beaucoup le risque de la transplantation, évidemment, mais qui aussi peuvent faire l'objet de malformations ou de risques malformatifs, parce que certains des traitements de la transplantation s'accompagnent de ce risque. D'autres aspects que j'aborde avec vous rapidement, je vous laisserai évidemment la parole après, j'ai bientôt terminé. L'activité professionnelle, l'idée c'est évidemment de vous proposer une reprise dès que l'état est stabilisé. Sachez que évidemment des aménagements sont possibles et certains patients bien sûr reprennent à temps partiel au début et parfois à temps complet si leur état leur permet. Il faut éviter évidemment des postes de travail à risque, en particulier environnementaux, et puis un rôle important de la médecine du travail. La scolarité, on a certains de nos patients qui sont des enfants, des adolescents, et savoir qu'on essaye ici évidemment de la poursuivre au mieux, soit à l'hôpital parfois, soit à l'école avec un dialogue avec les équipes de scolarité pour aménager le temps, aménager les examens. Un petit mot pour les animaux domestiques, c'est parfois une question qui est aussi soulevée. Ils sont plutôt non recommandés. On essaye de les éviter, en tout cas d'avoir une relation de proximité avec ces animaux dans les premiers mois après la transplantation. Ils véhiculent un certain nombre d'organismes qui exposent à des risques infectieux. On a eu un malade qui a été contaminé par une griffure de chat, et puis évidemment les litières sont plutôt à éviter. Un petit mot sur la fibroscopie qui devient votre nouveau cathétérisme cardiaque droit après la transplantation, c'est-à-dire cet examen qu'on n'aime pas trop, mais qui est parfois inévitable. Pour les transplanteurs, c'est évidemment un examen qui permettra de faire des diagnostics d'infection et de rejet. Parfois, on utilise des fibroscopies rigides, comme vous voyez ici sur cette photo, pour aller même apporter des traitements chez certains malades qui ont des complications au niveau de la cicatrice de la suture de greffe. Voilà, sachez que donc c'est un examen parfois inévitable et qu'on peut le faire sous anesthésie générale dans ses formes les plus lourdes. Un quasi-dernier mot sur un dernier traitement qui apparaît maintenant, pas de manière classique, mais presque, en tout cas de plus en plus dans les prises en charge des malades, c'est ce qu'on appelle la photophérèse extracorporelle. Permettez-moi de vous en dire un mot. Donc, c'est une technique, vous voyez figurée ici, qui ressemble un peu à une dialyse. On prend du sang des patients, on va exposer à des UV et on va réinjecter ces globules blancs imprégnés par les UV dans l'organisme parce qu'une fois exposés, les globules blancs sont moins réactifs contre le greffon et ce qui permet de limiter les risques de rejet et améliorer certaines situations lorsqu'il y a la bronchiolite oblitérante. C'est une technique assez lourde parce qu'elle prend un temps d'environ 4 heures de réalisation. Elle implique évidemment un abord veineux pérenne, mais elle n'a pas, quasiment pas d'effet secondaire. Et donc c'est une technique qu'on va probablement continuer à essayer de développer chez les malades qui développent une bronchiolite
dès les stades les plus précoces, afin d'être les plus opérationnels. Un dernier mot sur la diététique. Évidemment, voilà, on vous impose un régime. Le but, c'est évidemment d'éviter les risques infectieux, d'éviter les risques métaboliques et éviter les interactions avec certains traitements. Mais dans tous les cas, on a le souci d'assurer un apport nécessaire en termes de besoins caloriques et de besoins spécifiques. Donc voilà, bon, j'ai balayé, j'espère que c'était pas trop catalogue, mais un certain nombre des aspects liés à la prise en charge post-greffe. Et évidemment, bah, oui, je pense que vous avez des questions et je serais très heureux d'essayer d'y répondre. Je sais pas combien de temps il nous reste. Un peu plus de 5 minutes. Bon, bah, c'est large. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si vous avez des questions. On n'a pas besoin de micro là, c'est bon? Non, c'est bon. Donc si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Alors, Enlève ton masque. Je voudrais savoir si ce ne serait pas nécessaire qu'on revienne à un spécialiste dédié par patient. Pour le suivi. Ouais. Pour le suivi des postes greffés. Des greffés. Ouais, je comprends parfaitement la question. Ouais. Donc en effet, en fonction des centres, et en tout cas pour Marie-Laine Long, on est donc une équipe de transplantation, on est 9 pneumologues et on a voilà, instauré en effet un fonctionnement qui peut être un peu déstabilisant pour les patients, notamment les patients les plus anciens en transplantation, qui ont eu l'habitude d'être suivis par un seul transplanteur, à une époque où voilà, il y avait très peu de patients transplantés, ou beaucoup moins, quasiment la moitié moins. Et donc même si on est 9 pneumologues, on est finalement que 4 ou 5 à assurer la greffe en permanence, en suivi. Et donc on a été obligé d'instaurer une forme de flexibilité pour la greffe et la consultation. Donc en effet, on prend un rendez-vous un lundi, on pense qu'on va voir le docteur Lepavec, et puis au final, on voit un pneumologue qu'on n'a jamais vu. Et je sais que c'est très déstabilisant. Et on l'a parfaitement à l'esprit, donc on en est très désolé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie de travailler au fait qu'il y ait un binôme de pneumologues par malade. Il ferait qu'au moins, si vous ne voyez pas l'un, vous voyez l'autre. Voilà, je peux pas, c'est impossible que ce soit toujours le même. Non, mais un pour des raisons binôme, ce serait purement pas mal. pratiques. Mais voilà, au moins 2, ce serait idéal. Ouais. Ok, j'ai une autre question. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une équipe globale et multidisciplinaire de référence, puisque par exemple on sait que des maladies vont arriver après quelques années de greffe, du style le néphrologue pour le fait que les reins soient abîmés, ou le nutritionniste parce qu'on n'arrive pas à grossir ou à maigrir, le gynéco parce que les femmes ont des soucis spécifiques en greffe, voilà, les pathologues, enfin bref, tous ces médecins qu'on nous demande d'aller voir, mais qui, si on y va chacun de notre côté, chaque greffé y va chacun de son côté, ne tombe pas sur des spécialistes particulièrement attentifs au fait d'être greffé. Et je me demandais si par exemple une maison médicale ou au même endroit ou dans un centre de compétences ne serait pas adéquate pour faire toutes ces visites qu'on a à faire en complément du suivi des greffes. Bien sûr, c'est évidemment une excellente suggestion. On doit nous faire face à la dispersion des malades sur le territoire. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour nous. On travaille à la centralisation, évidemment, de la prise en charge. Notre paysage hospitalier a changé, comme vous le savez, pour Marie-Laine Long en tout cas. Et donc, on est maintenant le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Saint-Joseph a une dotation en compétences complémentaires de la greffe qui est intéressante.
Donc on a notamment un axe qu'on est en train de développer avec la dermatologie, un axe qu'on va développer avec la gynéco pour les aspects oncologiques, donc cancer. Et on avait donc déjà d'autres partenaires historiques dans le cadre de l'université Paris-Saclay. La néphrologie est donc à Kremlin-Bicêtre. Et ils font, en plus d'être compétents en néphrologie, ils font de la transplantation rénale, donc c'est très, très pertinent. Et puis pour ce qui concerne l'obstétrique, puisque certaines patientes vont être enceintes, c'est un peu particulier puisqu'elles vont avoir besoin d'un suivi de proximité. Donc nos référents à nous, c'est Béclair, parce qu'ils ont un très bon service d'obstétrique et de gestion de la grossesse à risque, mais on ne peut pas se départir de spécialistes de proximité. Donc pour répondre à la question, je dirais que le mouvement est en cours, et qu'on peut encore en effet unifier la prise en charge de manière très satellite, de manière géographique à Marine-la-Longue, très proche, mais qu'on ne pourra pas éviter d'avoir des besoins plus locaux en fonction des aspects périgreffes, notamment l'obstétrique par exemple. Donc oui, plus, et c'est en cours. Une dernière pour la route. Est-ce que vous avez une idée de combien de greffés ont repris leur travail, un pourcentage? C'est totalement pifométrique. Je dirais que c'est un bon tiers. D'accord. Donc 2 tiers n'ont pas repris leur travail. C'est pifométrique, donc c'est à prendre avec prudence. Alors voilà. Donc, en fait, le problème c'est que ça renvoie à des situations très différentes au cas par cas. Il y a certains patients qui sont clairement dans l'incapacité physique. Il y a certains patients qui sont dans la capacité physique mais pas psychique. Il y a certains patients qui sont dans les deux capacités mais qui ne veulent pas. C'est un doux mélange. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas un empêchement qui est strictement lié à la greffe d'un point de vue organique. Et puis après, il y a aussi les statuts. À partir du moment où on est entré dans une invalidité, c'est plus difficile de revenir en arrière. Enfin, c'est une assistante sociale qui répondrait peut-être le mieux à cette problématique-là. Mais c'est vrai que c'est une autre situation encore qui fait que... Après, ne pas travailler, ça ne veut pas dire ne pas être actif. Ah, j'ai pas dit. Bien sûr, c'est deux choses différentes, ouais, tout à fait. Après, l'évolution des greffes, là, quand même, en pulmonaire, c'est quand même avec un âge plus avancé. Et ça se pose pas tout à fait, ils n'ont pas les mêmes désirs aussi, je crois. Ouais, donc il y a un glissement des âges. Alors, pas trop pour l'HTAP, parce que ça reste comme une maladie, entre guillemets, jeune. Mais par exemple, la fibrose pulmonaire, c'est des malades qui ont souvent plus de 65 ans. Donc même au-delà de la prochaine réforme des retraites. Et donc ils ont la question de l'activité ne se pose plus. Mais pour l'HTAP, ça se pose quand même assez fréquemment. Hein. Comme ça se posait pour la mucoviscidose, par exemple. Comme ça se posait avant pour la mucoviscidose. On est plus proche de ça, en fait. Mais en fait, c'est ça, si on prend les statistiques générales, il faut quand même avoir en tête que dedans, il y a tous les autres aussi qui ne sont pas du tout concernés de la même manière par la question du travail. Quoi. Jérôme, par rapport au travail, justement, tu disais qu'il y avait les métiers avec des risques environnementaux. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples de risques environnementaux Ouais, alors il y a certaines jeunes patientes qui veulent travailler dans la petite enfance, et notamment parce qu'elles sont à la phase précoce de la greffe, être en crèche, c'est pas banal du point de vue de l'exposition infectiologique. Je pense aussi à des postes peut-être plus manuels ou plus physiques, plus de l'extérieur. Donc on n'a pas eu beaucoup de patients qui retournaient travailler dans le BTP, mais imaginez bien que les environnements très poussiérés, avec beaucoup de risques d'inhalation, posent des problèmes. Donc à la fois les risques infectieux, les risques presque, je dirais, que je qualifierais de toxiques par rapport à l'environnement. C'est ça qu'on essaye d'éviter. Bon, après, c'est du au cas par cas, et on peut trouver des aménagements pour que, si ces patients sont très attachés à ces activités, on puisse quand même essayer de les poursuivre avec un risque qu'on essaye d'appréhender et de limiter. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais Jérôme, merci beaucoup. Avec grand plaisir.